Thierry Seyo, bonjour. Vous me recevez dans votre librairie, la librairie de Sancier, qui porte aussi la belle enseigne de palimpseste. Pourriez-vous m'expliquer ces deux dénominations? Alors, pourquoi la librairie de Sancier d'abord? On va dire, c'est le sous-titre du nom de la librairie. C'est parce que nous sommes historiquement liés à l'université de Paris 3 que communément les gens appellent Sancier. Son vrai nom, c'est Paris 3 Université de la Sorbonne Nouvelle. C'est une université qui est née dans le courant des années 60 de la scission de la Sorbonne. Et pour faire simple, de la volonté de la Sorbonne de se débarrasser des jeunes profs rebelles, on va dire tout le courant de la nouvelle critique, les Barthiens et autres, les vieux caciques de la Sorbonne ne voulaient plus avoir dans leurs pattes tous ces jeunes profs un peu rebelles, et donc on leur a créé une université sur mesure qui s'est appelée Paris 3 la Sorbonne Nouvelle. Cette université a été créée en 65, elle est arrivée ici, enfin elle a eu des bâtiments à partir de 67, et elle s'est installée ici en 67, et la librairie est arrivée juste exactement en même temps que Paris 3, que tous les gens ont appelé Sancier. Paris 3 est devenu le haut lieu de la contestation 68arde, ici est passé des tas de choses, des tas d'assemblées générales en mai 68, ça a été vraiment un des hauts lieux de la pensée critique avant la naissance de Vincennes. Et voilà, c'était Sancier, le lieu emblématique de la pensée critique. Sancier, c'est le nom du quartier, en fait, aussi. Donc, la librairie de Sancier, ça veut dire à la fois la librairie de l'université qui est à Sancier et que les gens appellent Sancier, et puis la librairie du quartier pour les gens qui veulent bien la reconnaître comme telle. Ça, c'est pour le nom, la librairie de Sancier. Après, le nom palimpseste, il est pas né avec la librairie. En fait, la librairie, quand elle est arrivée ici en 67, s'appelait Lire et Lire. Elle avait été créée par des vrais libraires, des gens très cultivés, qui l'ont tenue pendant une dizaine d'années, qui ont vendu en 74, et qui ont vendu à un médecin inculte et anti-commerçant, qui avait complètement détruit la réputation du lieu. Et quand nous sommes je dis non parce qu'à l'époque j'avais un associé, quand nous sommes arrivés en 87, la librairie était désertée, c'était innommable, il y avait plus de livres, une réputation terrible, plus personne ne venait, donc il nous fallait absolument marquer la différence avec notre prédécesseur, et ça nécessitait un changement de nom. Donc à partir du moment où nous devions changer le nom, nous sommes interrogés sur quel nouveau nom donner à cette librairie, et il y a eu plusieurs éléments concomitants qui ont conduit au choix de ce nom de palimpseste. La première raison, je pense qu'elle est quand même majeure, même si aujourd'hui on n'y pense plus, c'est que c'était un de ces mots à la mode à l'époque. Il y en a d'autres aujourd'hui. Donc je disais que palimpseste à l'époque était un mot un peu à la mode, comme éponyme aujourd'hui, qu'on entend partout et qu'on voit partout, excusez-moi à nouveau, du nom de la rose d'Umberto Eco. Et Eco était longuement et souvent intervenu à la radio, à la télévision, pour dire que le film était un palimpseste de son livre. Et du coup, ça avait donné au mot dont l'usage était un peu perdu, une nouvelle notoriété. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il nous est venu aux oreilles. Sinon, je pense pas qu'on serait allé le chercher dans un dictionnaire de formules de style ou autre. Cette librairie à l'époque avait un très gros rayon psychanalyse, et qui représentait à peu près un tiers de l'activité de la librairie, et on cherchait un nom qui soit en mesure d'associer la littérature, qui était quand même la vocation première de la librairie, la littérature et la critique littéraire, et la psychanalyse. Et on cherchait un peu quelque chose qui nous permette d'associer les deux noms. Et on s'est souvenu d'un texte de Freud dans le bloc-notes magique, qui évoque l'inconscient comme un palimpseste, c'est-à-dire l'inconscient humain comme un endroit où va venir se stocker des mémoires invisibles. Et donc ça nous permettait d'avoir à la fois la référence littéraire et la référence psychanalytique. Le palimpseste, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, parce que c'est quand même un mot assez difficile à la fois à prononcer, à écrire et à comprendre, c'est en fait à l'origine un texte sous lequel on en lit un ou plusieurs autres, et ça date de l'époque où nous occidentaux n'avions pas réinventé le papier inventé par les Chinois et les Égyptiens, et on utilisait des pots pour graver les textes qui nous paraissaient les plus essentiels, mais comme il y avait peu de pots et qu'elles étaient très chères, il fallait régulièrement les effacer pour réécrire d'autres textes, mais les pots gardaient toujours la traces des textes antérieurement gravés. Donc on ne pouvait jamais faire disparaître les traces antérieures des textes.
Donc Freud utilise cette image pour parler de l'inconscient humain, Baudelaire pour parler de la mémoire de l'humain dans le rêve et donc dans la poésie. Et puis nous avons trouvé que finalement, c'était aussi une bonne manière d'évoquer cette capacité qu'a une librairie à garder la trace à travers les livres qui sont passés par dans la librairie mais qui n'y sont plus, garder la trace de tous ces passages qui font l'identité de la librairie. C'est-à-dire que l'identité d'une librairie, en tout cas d'une vraie belle librairie de fond comme on est nous aujourd'hui, c'est bien sûr ce qui s'y trouve sur les tables aujourd'hui et en vitrine, mais c'est aussi l'histoire de cette librairie et tout ce que les livres présents témoignent du passage des livres en librairie. Donc voilà pour toutes les raisons pour lesquelles on a choisi ce nom-là. Pourquoi le fond et l'histoire du fond? C'est juste, voilà, vous aviez... parce que pour moi, en tout cas, il n'y a pas de librairie sans fond. Sinon, on fait du commerce sur Internet aujourd'hui. Voilà, la librairie sans fond et sans libraire d'ailleurs, c'est le commerce en ligne. La spécificité d'une librairie, c'est justement de montrer que disait M. Cadéo hier soir avec nous, c'est-à-dire que il n'y a pas de production spontanée qui se génère à partir de rien. Toute création est produite par l'antériorité. C'est le livre de Northrop Frye, Le Grand Code, qui marque la référence permanente à toute notre production éditoriale et toute notre production littéraire aux références bibliques et en tout cas à notre tradition judéo-chrétienne. Il n'y a pas de production à partir de rien. Il n'y a de production que à partir d'une histoire, d'une tradition. On peut s'y opposer, on peut se marquer contre, on peut faire plein de choses, mais elle doit préexister. La création ne s'auto-génère jamais. Donc en librairie, c'est pareil. On peut pas avoir de librairie ou alors on a les marchands de journaux des gares qui ont 15 bouquins et qui vous présentent les 15 succès. Mais ça, c'est pas une librairie. Une librairie, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir mettre les livres en lien les uns avec les autres, avec ceux qui sont parus sur le même thème, avec ceux du même auteur, avec ceux de la même collection, et qui vont montrer comment tout ça est en lien, effectivement, et comment tout ça se génère, et comment tout ça permet que la création s'enrichisse en permanence. Y a-t-il en France une école de libraire pour apprendre? Alors il y a bien pour les bibliothécaires, ça existe. En France, il y a plusieurs formations à la librairie. Il y a eu longtemps un seul centre de formation qui fonctionnait, enfin qui était animé par la profession, qui s'est appelé l'ASFODELP, puis maintenant l'INFL, l'Institut National de Formation de la Librairie, qui est un organisme patronal, on va dire, puisqu'il est dirigé, équipé, managé, financé par la profession. Et puis, depuis une vingtaine d'années, une multiplication de cursus universitaires qui forment au métier, plus ou moins bien, de manière plus ou moins pertinente, mais en tout cas, il existe des formations à l'Université de Paris 10 à Saint-Cloud, à l'Université de Paris 13 à Villetaneuse, à Aix-en-Provence. Vous êtes d'accord avec moi, la formation c'est une chose, s'accroupir, prendre les poussières dans les rayons, c'est encore une autre chose. Est-ce que les jeunes viennent spontanément pour faire un aperçu du métier? Est-ce qu'ils viennent un petit peu vous aider, faire un stage? Est-ce qu'ils sont curieux Alors c'est très très divers. Il y a vraiment absolument de tout dans le recrutement. On voit passer. Bon, c'est un métier qui suscite énormément de fantasmes. C'est un métier qui a une image sociale très valorisée, mais en même temps très éloignée de la réalité de notre quotidien. Donc on voit sans cesse des gens qui nous disent quel beau métier vous faites, mais qui, quand ils le voient au quotidien, sont complètement désarmés. J'ai accueilli il y a encore à peine un mois un monsieur qui cherchait à se reconvertir à 58 ans et à racheter une librairie parce qu'il avait toujours rêvé de faire ça et qu'il avait acquis les moyens de s'acheter une librairie. Il a passé 3 jours avec moi et au bout de 3 jours il m'a dit et moi, je sais pas faire 5 choses à la fois, donc toi, t'en fais 8 ou 10 à la fois. Moi, je peux jamais faire plus de 2 choses à la fois, je pourrais pas faire ce métier. Bon, c'est l'aspect que lui a retenu, la diversité, la polyvalence et la capacité à être sur tous les fronts à la fois, qui est effectivement une des nécessités du métier. C'est pas la seule. Ce qui rebute les gens souvent, c'est l'ampleur du travail de manutention et l'ampleur de plus en plus catastrophique du travail de bureaucratie. J'évoquais donc le travail de manutention. Bon, ça, on a à peu près tous conscience. Enfin, les gens un peu
éclairés ont conscience du lourd travail que ça représente et du fait que les livres pèsent. En revanche, on n'imagine pas toute la part de travail de paperassier qui nous incombe et qui, alors là pour le coup, est de plus en plus important, de plus en plus grave. Les distributeurs, loin de nous faciliter la tâche, nous mettent en place des processus qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus lourds à gérer. Ça s'accompagne aussi bien sûr d'une complexification des procédures fiscales et autres qui sont... Donc en fait, moi je passe aujourd'hui à peu près un tiers de mon temps à faire de la paperasse. Et la gestion aussi du stock, c'est la gestion aussi peut-être des retours. Est-ce que vous avez des offices qui sont mis parce que vous avez une librairie bien spécifique, des offices qui vous sont envoyés par vos fournisseurs parce qu'ils vous connaissent, ou alors avez-vous la possibilité de commander ce qui vous intéresse avec la possibilité de les retourner dans le délai de 3 mois, 6 mois? Alors, les choses ont, de ce point de vue-là, les choses se sont bien améliorées depuis quelques années, et notamment depuis les Assises nationales de la librairie qui ont eu lieu à Lyon il y a 5 ans maintenant, qui ont été l'occasion pour les libraires français de mettre une vraie pression sur ceux qui seraient censés être nos partenaires, les distributeurs. Donc les choses se sont quand même singulièrement améliorées. On a déjà pour l'essentiel une faculté de retour quasiment intégrale. On n'a plus cette question des délais, à la fois devoir attendre 3 mois avant de retourner les livres et ne plus pouvoir les retourner après 1 an. C'est presque tombé dans l'oubli, sauf chez quelques fournisseurs et pour quelques collections marginales. Mais disons que pour la production des 6 plus grands distributeurs, on est sous un régime de faculté de retour presque intégrale. Je dis bien presque, mais enfin, c'est évidemment un intérêt mutuel. Les distributeurs se sont aperçus que contrairement à ce qu'ils craignaient, faire tomber les limites au droit de retour ne générait pas plus de retours parce que ça permettait aux libraires, ça donnait aux libraires plus de liberté dans la gestion de leur stock, puisque du coup on n'était plus obligé de se conformer aux dates impératives de retour. Donc ça permettait aux libraires de prendre plus de risques. Donc finalement ça n'a pas augmenté les taux de retour des libraires, et pour nous c'est plus souple dans la gestion de la trésorerie. Donc ça c'est le premier aspect sur les retours. Après la question des offices, c'est pareil, il y a de moins en moins d'offices à proprement parler. On a gardé le mot office, mais en fait les pratiques ont beaucoup changé. Maintenant les mises en place se font de manière beaucoup plus souvent négociée qu'au temps où étaient en place les offices, et aujourd'hui on parle plutôt de noter, c'est-à-dire ou d'office à façon, c'est-à-dire de choses que les libraires dans l'ensemble choisissent. On n'est pas encore à l'abri complètement des mauvaises pratiques des distributeurs, mais ça s'est quand même nettement amélioré. Eh bien, je vous remercie beaucoup parce que je vois que le gros travail... Bonjour. Allez. Merci beaucoup. C'est une des parts du travail. Je vous en prie.